Le jeune, il est assis en face à la chaise à l'école, là, je dis, mais il y a quelques années, j'étais à ta place. À l'école, on pose jamais la question aux jeunes. Donnez le choix aux jeunes de travailler ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, et vous allez voir les résultats. Mais ça veut pas dire qu'on est mort dans le game et qu'on peut plus rien faire. C'est juste qu'il faut faire différemment. Il faut changer les règles. La jeunesse ne s'éteint pas, juste elle évolue. Elle change. Elle change. Chaque jeune, c'est un potentiel. Chaque jeune, c'est une histoire. Chaque jeune, c'est une raison d'être. Chaque jeune, c'est une envie. Bienvenue à Encast, podcast réalisé par Enactus Morocco. Le but de ce podcast, c'est de donner la parole aux gens qui agissent, aux gens qui créent et qui créent concrètement sur le terrain des projets, des initiatives, des actions à fort impact social. Nous allons parler dans ce podcast d'impact social justement, d'innovation sociale, de créativité. Nous allons essayer d'éviter les lieux communs, d'éviter les discours creux et nous bannirons définitivement le défaitisme et les réflexions classiques. Pour le premier épisode d'Encast, un épisode qu'on va tourner sans avoir tourné le pilote. Donc ça sera pas le pilote, c'est le premier épisode sans pilote. Direct. Pour le premier épisode, notre invité est un acteur de l'inclusion sociale. Il est fondateur de Sarcelles Inspire, une initiative citoyenne dont on va parler par la suite. Il est aussi directeur de Camplus, qui offre des séjours éducatifs à fort impact pour les jeunes. Arif Febreatas, bienvenue. Merci beaucoup Yacine, merci pour ton invitation. Merci pour cette belle opportunité, c'est un plaisir. Ça nous fait plaisir aussi. J'espère que Saouira, ça te plaît, que le climat est bon, qu'il n'y a pas trop de vent. Un peu quand même. Non, c'est parfait, c'est parfait. Il y a du beau temps, bonne ambiance, on mange bien, donc c'est très 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 bon. Alors bienvenue Emre, c'est un plaisir de te recevoir. Il y a l'équipe qui a fait beaucoup de recherches, qui nous a donné beaucoup de data, mais moi il y a un mot, on va aller directement droit au but, il y a un mot qui m'a frappé, c'est un concept, peut-être c'est la première fois que je l'entends, c'est ce que tu appelles l'éducation populaire. Ouais. Alors avant de parler de quoi que ce soit de l'association, de tout ça, on va y venir. Mais j'aimerais bien savoir, et les gens qui nous écoutent, et qui nous voient, savoir qu'est-ce que l'éducation populaire, ça donne quoi, ça vient d'où? L'éducation populaire, c'est un concept en réalité qui existe depuis longtemps et en France qui a été particulièrement développé dans les années 70-80 quand on s'est rendu compte que l'éducation normale, classique, à l'école, ne convenait pas à tout le monde. Quand on s'est rendu compte que tous les élèves, en fait, à l'école, dans le même moule, assis sur une chaise en train d'écouter un professeur, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui sont studieux, il y en a qui vont être attentifs, il y en a qui vont écouter, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et en fait, la question de l'éducation populaire, elle intervient une fois qu'on essaye de faire différemment qu'à l'école. L'éducation, c'est l'éducation. Populaire, c'est dans les milieux populaires, quand on essaye d'enseigner, de transmettre quelque chose, mais pas comme à l'école. Ça veut dire qu'à l'école, on est assis sur une chaise, il y a un professeur, il parle, on écrit, il parle, on écrit, il parle, on écrit. Éducation populaire, c'est plus, on va mettre le jeune en posture d'acteur de ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il va faire par lui-même, avec des activités, avec des jeux, avec des courses, avec plein de choses possibles et imaginables, mais pour repenser l'éducation et de faire en sorte qu'elle puisse convenir à tout le monde. Ouais, et ça me rappelle un peu une caricature que j'avais vue il y a très longtemps. C'est un prof qui fait passer les examens à des animaux et il demande à 3 animaux, un éléphant, un tigre et un chimpanzé, de monter dans un arbre. Ils sont différents. Normalement, le chimpanzé va monter avant. Super. Et donc, c'est le concept que vous utilisez concept où on va dire c'est un credo en fait. Oui, c'est une pratique. Voilà, une pratique, une façon de voir l'éducation et c'est axial dans ce que vous faites dans l'initiative Sarcelles Inspire. Tu peux nous parler un peu de Sarcelles Inspire, comment c'est né, comment c'est arrivé? Sarcelles Inspire, en fait, Sarcelles c'est la ville dans laquelle je suis depuis tout petit, dans laquelle je vis encore. Pour bien comprendre aussi le contexte, c'est une ville de banlieue à Sarcelles en France, c'est-à-dire que c'est une des villes qui a été construite à l'époque pour recevoir la population immigrée en France. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une ville populaire, c'est-à-dire que dans laquelle il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de diversité. Et dans cette ville-là, quand on est dans ces conditions-là, on n'a pas les mêmes opportunités, les mêmes chances que ceux qui habitent à Paris, dans les meilleurs lycées, dans les meilleurs collèges. Et donc en fait, c'est là qu'il y a un besoin. Et le besoin, il est créé justement, moi quand j'étais jeune au lycée, j'ai pu avoir l'information
de l'école que je fais aujourd'hui qui s'appelle Sciences Po parce qu'il y avait des anciens lycéens qui étaient venus dans mon lycée et qui m'ont présenté leur parcours et qui m'ont dit ce qu'ils faisaient. Et en fait, c'est de là que ça commence, Sarcelles Inspire. C'est depuis 2015, chaque année, ceux qui sont diplômés, ceux qui ont le baccalauréat, ils reviennent au lycée, ils présentent le parcours aux jeunes et ils leur tendent la main en disant, écoutez, moi j'ai fait ça, c'est possible. Même si on vient de Sarcelles, même si on est en banlieue, on peut aussi tenter de faire Sciences Po, de faire HEC, de faire Panthéon, Sorbonne. Donc en fait, c'est des grandes universités prestigieuses. Et donc Sarcelles Inspire, c'est tout simplement un réseau d'entraide local parce qu'il est sarcellois, inspirant parce qu'il a vocation à inspirer et engagé aussi, mais dans tous les domaines. C'est-à-dire que là, je t'ai parlé de l'école, mais c'est pareil dans le sport, c'est pareil dans la musique, c'est pareil dans l'art. Il y a plein de personnalités qui viennent de Sarcelles. Par exemple, il y a un grand footballeur qui s'appelle Riyad Mahrez. Il vient de Sarcelles. Il y a des grands chanteurs, il y a des grands artistes. Ils viennent tous de Sarcelles et eux, en fait, l'idée, c'est qu'ils puissent transmettre aux plus jeunes en inspirant des parcours. Cet épisode fait partie d'une série d'épisodes qui ont été tournés lors du Forum euroméditerranéen des jeunes leaders d'Essaouira, lors de sa 8e édition en 2025. Ce forum est une initiative de l'ambassade de France au Maroc et de l'Institut français au Maroc, en partenariat avec notamment Enactus Morocco et d'autres associations, Essaouira Mogador, Marocain Pluriel, Fondation Sqat. Le but du forum est de rassembler des jeunes leaders à travers tout le pourtour méditerranéen afin de discuter de problématiques sociales et environnementales. Pour ceux qui ne connaissent pas Enactus Morocco, nous sommes une association à but non lucratif présente au Maroc depuis plus de 20 ans et présente tout autour du monde sur presque 36 pays dans le monde. La vision d'Enactus Morocco est de créer des acteurs de changement à travers l'entrepreneuriat fort impact et à travers l'innovation sociale. Et donc là, c'est la notion de rôle modèle, la notion de modèle qui peut, où le jeune peut, à qui le jeune peut se référer. Parce que, et ça, c'est vraiment un truc axial dans ce qu'on vit, c'est, on voit beaucoup de personnes qui réussissent. On voit Steve Jobs, on peut voir X ou Y, mais est-ce qu'on a la même, est-ce qu'on arrive à sentir que c'est possible aussi pour nous? Non. Pas nécessairement. Parce qu'on le voit toujours très loin, et donc c'est là où vous intervenez plus spécifiquement. C'est-à-dire de linker des gens qui ont réussi avec des gens qui pourraient réussir quand même et qui leur ressemblent, c'est ça? Exactement. Et au-delà de leur ressembler, qui viennent du même endroit, en fait. C'est pour ça que l'association, elle s'appelle Sarcelles Inspire. Exactement. C'est territoire. C'est le territoire, c'est la ville. C'est-à-dire que quand on intervient dans un lycée, moi, je vais pas à Marseille, je vais pas à Bordeaux, je suis le meilleur placé pour intervenir à Sarcelles. Dans ma ville, dans mon quartier, parce que j'ai grandi là-bas, je suis passé par ce que les jeunes sont en train de vivre. C'est-à-dire tu connais les paramètres, quoi. On connaît le contexte, on vient d'ici. Quand le jeune, il est assis en face à la chaise à l'école, là, je dis, mais il y a quelques années, j'étais à ta place. Tu vois? Donc, il y a un facteur d'identification qui est super puissant. Et ça, je pense que c'est précieux. Et c'est pour ça que dans chaque territoire, il y a quelque chose à capitaliser là-dessus. Nous, par exemple, avec Sarcelles Inspire, on fait une journée de l'orientation. Et tous les intervenants qui viennent, c'est des Sarcellois. Comme ça, c'est des gens de la ville. On s'identifie, on se dit, c'est lui, il l'a fait. Moi, je peux faire. Ça marche, super. Et donc, la transition, en fait, Sarcelles Inspire et Campus, c'est quoi? Est-ce que vous travaillez sur le même, déjà sur le même scope ou c'est un scope qui est différent? Alors, c'est une base commune. La base commune, c'est la solidarité et c'est pour que chacun puisse prendre son parcours en main. Campus, c'est un créneau un peu différent parce qu'on fait beaucoup d'éducation populaire et on fait beaucoup de pédagogie alternative. C'est-à-dire qu'on fait des séjours avec des jeunes, on part en séjour avec 40 jeunes et en fait là, on adopte un créneau où on est complètement à l'inverse de ce que fait l'école. Par exemple, quand on arrive en séjour, on sait pas ce qu'on va travailler avec les jeunes. Tu vas me dire, mais c'est bizarre, vous préparez rien. On prépare rien. Pourquoi? Parce que le premier jour, on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils veulent travailler. De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Eux, dans leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et en fait, à l'école, on pose jamais la question aux jeunes. C'est standard. Il y a un programme, ABC, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que là, quand tu demandes aux jeunes, déjà, il y a ce qu'on appelle une proactivité. Ils sont impliqués dans la démarche. Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on identifie les besoins, il y en a un qui va dire prise de parole en public, il y en a un qui va dire entrepreneuriat, il y en a un qui va dire confiance en soi. Eh bien, c'est eux-mêmes qui vont préparer les ateliers. Nous, on est là pour accompagner et aider ces besoins, mais c'est eux-mêmes, ils vont faire des recherches
préparer un atelier, une activité, et ils vont la présenter devant les autres jeunes. Tu vois, donc ils sont dans une posture active. Et quand tu mets les jeunes dans cette posture-là, ils ne peuvent pas ne pas être impliqués. Et tu sais, souvent on dit les jeunes, justement, ils sont pas impliqués, ils sont pas engagés, c'est difficile de les avoir. C'est parce qu'on fait mal les choses. Donner vraiment l'espace, donner la liberté, donner le choix aux jeunes de travailler ce qu'ils veulent comme ils le veulent, et vous allez voir les résultats. Effectivement, là, tu poses le doigt sur un truc très important, c'est que on a l'impression, justement, moi, je sais pas si je peux encore me dire jeune. T'es dans la team. Je commence à avoir les cheveux blancs. Mais on a l'impression dans la société que les nouvelles générations, de plus en plus, deviennent de plus en plus flemmardes. Pour dire le mot, ils consomment des trucs, même le contenu, tout ça, c'est rapide, 2 minutes, 3 minutes, plus c'est long, plus c'est difficile. D'ailleurs, Wijdan, si on traîne trop sur le podcast, il va nous dire non, ça va pas passer, arrêtez. Et on a l'impression qu'ils veulent des trucs faciles, etc. Connaissant et travaillant chaque jour avec les jeux, je sais que c'est pas vrai. Et c'est des personnes comme vous, peut-être, qui vont montrer ou démontrer que finalement c'est pas vrai. Et donc vous travaillez avec eux, vous les rendez engagés dans leur propre formation pour pouvoir vraiment les garder à vif avec vous et vous suivre. Exactement. Il y a aussi un prof qui me disait toujours la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner. Donc au fait, c'est pour ça que tu vois qu'ils font eux-mêmes leurs ateliers devant les autres, parce qu'ils se disent mais moi là je dois apprendre à mes camarades comment on est organisé. Et pour leur apprendre, automatiquement il va apprendre. Mais il y a quelque chose quand même de générationnel qui est vrai sur le côté réseaux sociaux, algorithmes, capacité d'attention, etc. C'est vrai que on a de plus en plus de difficultés à rester attentif, par exemple. Mais ça veut pas dire qu'on est mort dans le game et qu'on peut plus rien faire. C'est juste qu'il faut faire différemment. Il faut changer les règles. Le format scolaire habituel n'est plus adapté. C'est une vérité. Maintenant, comment est-ce qu'on s'adapte? Comment est-ce qu'on donne la possibilité aux jeunes de faire autrement? Comment est-ce qu'on leur donne le pouvoir de décider eux-mêmes comment est-ce qu'ils veulent apprendre des choses, travailler et faire avancer leurs projets? Et moi, je pense que la jeunesse ne s'éteint pas. Juste, elle évolue. Elle change. Elle change. Comme elle a changé avant aussi, entre les années 1000 et 2000, elle a toujours évolué. Mais il faut y pouvoir adapter le système d'éducation et tout ce qu'on y met autour. Et aussi peut-être utiliser les nouvelles compétences. Par exemple, au Maroc, les jeunes au Maroc, par exemple, ont de plus en plus de facilité avec les nouvelles langues, avec l'anglais, avec l'espagnol, avec des langues différentes. Et c'est vraiment bluffant parce que ils arrivent sans que ça soit même appris à l'école. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes Marocains avec les séries et tout. Et avec les séries Netflix et tout, ils parlent couramment anglais sans avoir jamais fait ni de centre d'anglais ni rien du tout. Donc peut-être capitaliser aussi sur ces nouvelles compétences que la jeunesse est en train d'acquérir. Complètement. Il faut pas en avoir peur. ChatGPT par exemple. Au début, ça faisait peur. Ah, ça va remplacer les humains, etc., etc. Mais là, comme on voit les jeunes, il faut plutôt leur apprendre à utiliser correctement et travailler avec ça. Faut pas faire les aveugles et on dit non, c'est pas pour nous, non. Et il y a maintenant même des entreprises dans le recrutement qui donnent des tests, des exercices à leurs recrues, en leur donnant explicitement la consigne, utiliser ChatGPT pour faire ça. Et ça, c'est intelligent parce que c'est de l'adaptation avec ce qui se passe. Ce qui se passe dans la société actuellement. On va parler aussi d'une notion importante et qu'on entend beaucoup, c'est la notion de déclic. La notion de comment est-ce que au Maroc, il y a déjà une grande population, une grande partie de la population qui est catégorisée ce qu'on appelle NEETs. C'est des personnes qui sont ni en éducation ni en formation, qui n'ont pas de travail encore, et des jeunes en plus, moins de 25 ans. Et c'est une population qui est très précaire et des fois, comme toute la population jeune, on a du mal à les mobiliser pour qu'ils changent de situation, etc. Et souvent, on se dit comment est-ce qu'on peut créer le déclic chez ces gens? Comment est-ce que ça existe déjà, la notion de déclic? Est-ce que on peut vraiment créer une étincelle à un moment donné chez une personne à travers des actions, à travers des actions d'éducation? Est-ce que c'est possible déjà pour toi? Victor Hugo disait il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que des mauvais cultivateurs. C'est-à-dire que si une plante n'a pas suffisamment poussé ou émergé, c'est pas la plante le problème. C'est peut-être qu'il n'y avait pas suffisamment de soleil et peut-être qu'on n'a pas suffisamment arrosé. Et les jeunes, c'est pareil. Chaque jeune, c'est un potentiel.
Chaque jeune, c'est une histoire. Chaque jeune, c'est une raison d'être. Chaque jeune, c'est une envie. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on a laissé la possibilité à cette envie de s'exprimer, de sortir et surtout de se découvrir? Malheureusement, aujourd'hui, à la question de l'orientation, elle est subie très souvent. Les jeunes, dès tout petits, on leur donne des obligations scolaires, faire des choix, etc. Mais on leur donne très peu la possibilité de chercher eux-mêmes ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, s'il y a ce genre de public, il y en a partout. Il y en a au Maroc, il y en a en France, il y en a partout. La question, c'est pour moi fondamentalement de trouver la raison d'être. En fait, pour moi, il faut faire un exercice très simple. Il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où on va. Et donc, il faut dire à chaque jeune, le conseiller en tout cas, de faire un exercice et de réfléchir de où est-ce qu'on vient, qui est-ce qu'il y avait avant nous. Parce qu'en réalité, quand on fait le calcul, dans notre vie, on n'a pas choisi grand-chose. On n'a pas choisi où est-ce qu'on est, on n'a pas choisi la famille, on n'a pas choisi comment on grandit. Et tout ça, c'est des choses qui viennent avec nous. L'exercice à faire, c'est de remonter la chaîne. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. En 30 secondes, je fais l'exercice que j'ai fait pour moi. Typiquement, moi, j'ai grandi à Sarcelles dans un environnement. Je suis le plus petit d'une fratrie de 5, donc j'ai 2 grands frères, 2 grandes sœurs. Mon grand-père, à l'époque, il est arrivé en France et il a travaillé dans les usines Renault, Peugeot. Et après, il est décédé suite à des problèmes de santé qu'il a eu pour la France. Quand il arrive en France, il a travaillé pour la France. Mon père, il a fait pareil. Il est venu en France, il a travaillé pour la France. Et aujourd'hui, moi, en tant que Français, d'origine turque, de confession musulmane, eh bien, il y en a parfois qui disent, bah, t'es pas suffisamment français. Et en fait, moi, quand je ressens ça, mon réflexe, c'est d'aller chercher ma source, mon origine. Moi, mon grand-père, il a travaillé, il s'est sacrifié pour la France. Donc, je suis complètement français, qu'il soit content ou pas. Et ça me permet de trouver ma raison d'être. C'est-à-dire que moi, ma vie, ce que je dois faire, c'est que je dois travailler pour honorer ce sacrifice-là. Le grand-père, il s'est sacrifié. Mes parents, ils se sont sacrifiés. Les grands frères même, ils se sont sacrifiés. Maintenant, c'est à mon tour, qu'est-ce que je dois faire? Je porte un poids, une responsabilité. Et donc, mon taf, mon travail, c'est d'avancer, d'avoir un parcours pour répondre à ce besoin-là. Et donc, pour moi, le déclic, il existe complètement. Il existe pour tout le monde. Il y a un potentiel. Il faut juste que chacun puisse trouver sa raison d'être, son origine, son histoire et questionner qu'est-ce qui va l'animer véritablement. Et après, une fois que tu as pris la décision de vouloir être un acteur du changement pour toi, parce que tu l'as pris pour toi d'abord, pas d'une... Enfin, t'es pas un bienfaiseur de l'humanité en premier lieu. Bien sûr que peut-être c'est la conséquence de tes actions vont faire du bien à l'humanité, mais la raison initiale est une raison que tu as fait pour toi et que plein de gens font la même chose et c'est tout à fait, c'est ce qui nous motive aussi. Mais est-ce qu'à un moment donné tu te dis pas c'est trop gros pour moi tout ça? Ce type de combat, le fait de vouloir, enfin, je parle même pas de combat, mais de vouloir à chaque fois aider un grand nombre de personnes, enfin pas nécessairement les aider, mais les guider un peu, ou les orienter, ou les connecter. Est-ce que le fait de vouloir créer tout ça, ça te décourage pas? Tu te dis pas, je suis encore jeune, j'ai la vie devant moi, j'ai fait Sciences Po, je vais devenir ministre, ou un truc comme ça. Et non, est-ce que je vais me casser la tête avec tout ça? En réalité, il y a 2 choses. La première chose, c'est que c'est pas un kiff, c'est une responsabilité, c'est un devoir. Comme j'ai dit, je sais d'où je viens, je sais les sacrifices qui ont été faits avant moi, et aujourd'hui, je ne peux pas honorer ces sacrifices-là. C'est-à-dire que moi, j'aimerais à la fin de ma vie que mon père il me regarde et me dit, fiston, je suis fier de toi. Et ton grand-père, s'il était là, il pouvait être fier de toi. Parce que on a une histoire, les gens ont fait des sacrifices pour nous, il faut les honorer. Donc sa première responsabilité pour moi, c'est un devoir. Et quand je dis devoir, c'est pas devoir de réussite. Je suis pas obligé de réussir, mais je suis obligé d'essayer. Fondamentalement. Et la deuxième chose, et ça c'est un peu, moi je prends la logique mais à l'envers. Tu vois, quand tu dis finalement on le fait pour moi, bah moi je pense que c'est une tactique que je donne. Je pense que quand on veut faire pour les autres, en réalité, on finit pour faire pour soi-même. Moi, il y a une phrase que je dis souvent, c'est que nous sommes les plus grands bénéficiaires de nos engagements. Pourquoi est-ce que je dis ça? Par exemple, moi, dans mon parcours, très jeune, j'ai été engagé vite dans les associations parce que mes frères, ils étaient dans les maisons de quartier, ma mère, elle a créé des assos, etc. Donc, très vite, j'ai été engagé. J'ai été engagé, donc quand on est engagé, eh bien, on fait des projets. Quand on fait des projets, on fait des réunions. Quand on fait des réunions, on gagne en compétences. Et typiquement, moi, quand je suis arrivé le premier jour au lycée, je me suis engagé, je suis venu délégué. On a fait une réunion comme ça, on était 14 délégués du lycée. Et j'ai été le seul à sortir une feuille et un stylo pour faire la réunion.
À la fin, le professeur, il vient me voir. Il dit, mais Emre, mais comment t'es le seul à sortir une feuille et un stylo pour faire une réunion? Il dit, bah, moi, je sais que quand on fait une réunion, bah, il faut prendre des notes. À la fin, il faut prendre des décisions. Après, il faut faire un calendrier. Parce que moi, j'ai été engagé avant, je sais ça. Et en réalité, quand tu réfléchis bien, bah, tout ça, c'est des compétences qui sont hyper précieuses. Et toi, dans ton parcours professionnel, scolaire, académique, parce que le travail, en réalité, bah, c'est comme si c'était l'associatif, mais t'es payé pour. Il y a des réunions dans l'associatif, il y a des réunions dans le professionnel. Il y a des relations humaines dans l'associatif, il y a des relations humaines dans le professionnel. Et à chaque fois, ce que tu apprends dans l'un va t'aider pour l'autre. Et en fait, même égoïstement, on pourrait dire que on s'engage pour les autres parce qu'on veut s'engager pour nous. Et c'est en aidant les autres, en cherchant à aider les autres, qu'on se découvre soi-même finalement. En tout cas, moi, c'est vraiment le récit de mon parcours. Et tu me rappelles aussi un truc, c'est que à Enactus Maroc, comme je t'avais dit avant, c'est un réseau d'étudiants à travers tout le Maroc. Ouais. Aussi à travers le monde, et on rencontre beaucoup d'étudiants qui font partie des équipes Enactus, qui font partie de d'autres associations et tout ça, et souvent c'est les étudiants les plus brillants dans leurs notes, alors qu'ils font beaucoup de choses. Normalement, ils devraient pas avoir assez de temps pour les études, les examens et tout ça. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est-à-dire que l'expérience ou les expériences qu'ils vivent dans l'associatif, en voulant aider les autres, le faire pour les autres, ben ils s'enrichissent eux-mêmes et ils deviennent beaucoup plus efficaces sur ce qu'ils font. Moi, je pense même qu'on gagne plus nous-mêmes que ce qu'on donne aux gens en face de nous. Exactement. Ouais. Donc j'incite vraiment à s'engager dans les associations, dans des projets qui nous parlent, dans des projets qui nous concernent, parce que donner, c'est recevoir, mais fois 1000. Yes. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un problème de discours aussi avec les jeunes? Est-ce qu'il y a que les jeunes qui peuvent comprendre d'autres jeunes? C'est-à-dire, j'espère que c'est pas le cas, parce que sinon la sagesse ne va pas se transmettre, mais parfois on trouve qu'on est incompris. Encore une fois, je me mets avec les jeunes. Donc, on trouve qu'on est incompris, on trouve qu'on ne comprend pas les autres. Et il y a beaucoup de clashs même dans une famille ou dans une fratrie. Le problème du discours, comment est-ce que vous le traitez chez vous à Sarcelles Inspire ou à Complus? Est-ce que vous y faites attention? Est-ce qu'il y a des codes ou des trucs que vous essayez à tout prix de respecter pour justement toujours garder on va dire la connexion avec la population? Non, on part d'un principe, surtout sur les gaps générationnels, il faut qu'on soit d'égal à égal. C'est-à-dire que les anciens, les gens expérimentés, ils ont leur plus-value, ils ont leur expérience et ils ont des leçons qu'ils peuvent tirer de ces expériences. Et il faut s'asseoir sur les genoux, même s'il faut les écouter, les respecter. Mais en parallèle, il y a aussi un respect à avoir pour les idées et la créativité des jeunes. C'est-à-dire que si le regard, il est comme ça vertical, si l'ancien, il regarde le petit en disant « Bon, toi, raconte pas ta vie, je t'écoute pas », on est désolé, mais ça peut pas fonctionner. Je pense que les deux ont mutuellement des choses à apporter. Et c'est vrai pour l'âge, et c'est vrai pour plein d'autres choses. Il y a des gens de différents secteurs, ils peuvent ne pas se parler en général, mais si on impose l'égal à égal, je me mets à ton niveau, et ce que tu dis, ça a la même valeur de ce que je dis, là, on peut discuter. Là, on peut échanger. Et c'est là qu'on va écouter les leçons des anciens et d'en tirer leçon, mais aussi laisser la place aux innovations des plus jeunes, je pense. Tu as parlé lors des recherches de Wijdan, que nous remercions. Qu'on salue. Qui a vraiment scruté toutes les informations. Elle a trouvé un mot qui s'appelle... tu disais que tu étais un passeur d'opportunités, ou que Sarcelles Inspire était une forme de passeur d'opportunités, c'est-à-dire que voilà, je prends chez celui-là, je le connecte avec l'autre, etc. Donc concrètement, comment ça se passe? Comment se font ces liens? Est-ce qu'il y a des événements, des rencontres? Comment ça se passe concrètement? Bah, concrètement, en fait, à Sarcelles, c'est une ville populaire. Et quand on est dans Sarcelles, on fait des études, on arrive à intégrer des hautes sphères, ce qu'on appelle des réseaux, des cercles, des endroits, des entreprises qui ne sont pas faciles pour tout le monde. Et quand on vient de Sarcelles, et ça peut être pareil pour une certaine ville au Maroc, un certain territoire, quand ils disent « Ah, ils viennent de cette ville », ah, bizarre, lui, c'est peut-être un voyou, tu vois. Il y a ce genre de difficultés. Et en fait, je pense que on est les mieux placés pour nous aider entre nous. Et donc, quand il y a quelqu'un qui réussit dans la ville, il y a cette notion de ouvrir la porte, mais il faut pas la refermer derrière. Au contraire, il faut ouvrir la porte, il faut même ouvrir la deuxième. Typiquement, moi, il y a un grand à moi, il s'appelle Dylan, avant moi.
il avait fait un stage au ministère de l'Éducation nationale. Et après, quelques années plus tard, il m'a permis à moi de faire un stage au ministère de l'Éducation nationale. Ça, c'est ce qu'on appelle une passe D. On dit passe décisive, tu vois. Il m'a fait une passe D. Si Dylan, il m'avait pas donné cette opportunité, le contact, est-ce que il m'aurait pris au ministère? Jamais de la vie. Et en fait, ça, c'est un devoir moral. C'est-à-dire que une fois qu'on est rentré quelque part, derrière, il y en a beaucoup qui attendent pour rentrer, hein. Il y en a beaucoup qui attendent. Et là, systématiquement, j'ai eu un stage dans un cabinet de conseil, c'est stylé. Un mois après, j'ai ramené une équipe de 15 jeunes, ils ont fait une journée d'immersion là-bas. Voilà, ils sont dans le truc. Ils ont mis un pied dedans. Ils ont mis un pied dedans. Ils ont bloqué la porte comme ça. Ils ont mis un pied dedans. Voilà. Et derrière, on va faire rentrer. Au moins, ils ont l'adresse. C'est ça. Ils ont l'adresse. Ils ont même les clés. Si on a les contacts, c'est bon, on peut les faire rentrer. Ouais. Moi, j'ai travaillé à l'Assemblée nationale pendant 6 mois auprès d'un député. Une fois que t'es là-bas, et derrière, allez hop, 40 jeunes. Venez, on va à l'Assemblée, on va visiter, on va faire des simulations comme si c'était chez nous. Parce que ça doit être chez nous. Et en fait, cette notion-là de passeur d'opportunités, les passes D, etc., on en bénéficie d'abord et après rendre l'appareil, c'est notre identité. C'est-à-dire que on est obligé de rendre derrière. Et ça nous emmène aussi vers une autre notion, c'est que souvent on parle au Maroc on appelle ça bak sahbi. Je l'ai dit en arabe. Bak sahbi. Bak sahbi, ça veut dire ton père c'est mon ami. Ça veut dire le piston quoi. Ah ouais. Et donc il y a une énorme différence entre bak sahbi c'est du réseau en fait. Ouais. Bak sahbi et le piston, c'est quand je t'accorde un truc que tu mérites pas. Juste parce que, justement, ton père, c'est mon ami. Donc, tu le mérites pas, tu n'as pas prouvé ta valeur, voilà. Et puis, il y a aussi la notion du réseau parce que souvent, ça se confond. Ouais. Souvent, on dit, oui, il a accès à ça parce que son ami, il travaille là-bas, donc voilà. Ah, il faut pas mélanger les deux. Et je pense que le réseau est essentiel. Je pense même dans la vie professionnelle, je recrute quelqu'un parce que je le connais. Et parce que quelqu'un l'a recommandé, et il l'a recommandé parce qu'il a travaillé avec lui, donc il sait qu'il travaille bien. Et voilà. Est-ce que ça arrive aussi de faire confondre ces deux notions pour toi? Pardon. Et à quel point est-ce que tu penses que le réseau est essentiel dans le parcours professionnel d'un jeune? Le réseau, surtout pour les jeunes défavorisés, est la pierre angulaire d'un parcours professionnel. Parce qu'en fait, si les choses fonctionnaient normalement, si tout le monde avait les mêmes chances, ok, pas besoin. Parce que tu travailles, t'as des bonnes notes, t'as un diplôme et ça marche. Mais c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça. Et donc, il y en a dans tous les pays, mais à partir du moment où il y a des inégalités, il y a un dysfonctionnement, le réseau, il devient fondamental. Et le réseau, c'est pas le piston, c'est deux choses différentes. Et je sais qu'il y en a qui font l'amalgame. Mais le réseau, c'est la capacité de penser à la bonne personne au bon moment. C'est-à-dire que tu as un projet en tête, il faut que tu puisses penser à qui est-ce que tu dois appeler. Mais pour avoir quelqu'un à appeler, il faut avoir fait l'effort. Il faut avoir fait l'effort d'aller à un événement. Il faut avoir fait l'effort de prendre son contact. Il faut avoir fait l'effort de demander, de contacter quelqu'un sur LinkedIn, sur Instagram. Tout ça, c'est le fruit de ce que tu fais. C'est ton effort. En effet, si ton papa il est au ministère de l'Éducation et d'un coup comme ça t'as rien fait et t'es nommé et tu continues à rien faire. Exactement, tu continues à rien faire et t'es nommé là-bas, ça c'est du piston. Y a pas de problème. Ça c'est du piston, on est contre ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais être dans une démarche de connecter les bonnes personnes, avoir les bons contacts pour intégrer le bon endroit, ça c'est une démarche de réseau et sans ça marche pas. Le temps passe vraiment très vite. On vient de se rendre compte qu'on a largement dépassé le temps, mais c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Deux petites dernières questions. Premièrement, est-ce que vous comptez vous élargir ou vous allez rester toujours sur Sarcelles? Je sais que c'est très territorial, donc c'est très ancré dans un contexte, mais j'imagine que c'est duplicable ailleurs. Bien sûr. Vous faites. Est-ce que vous avez cette vision-là ou pas encore? Nous, on compte pas aller ailleurs. Nous, on compte rester à Sarcelles et faire ça pour les Sarcellois parce qu'on est les mieux placés pour le faire et que ailleurs, il y a d'autres personnes qui sont mieux placées que nous. Par contre, notre modèle, il est duplicable. C'est-à-dire que demain, s'il y a une autre ville, par exemple, je vais prendre l'exemple, un autre pays, Maroc inspire, tu vois, Essaouira inspire, c'est quelque chose qui est facilement faisable, mais avec les réalités locales. Et en fait, les meilleures personnes placées pour le faire, c'est les gens de là-bas. Essaouira inspire, ça doit être porté par des gens d'Essaouira. Tanger inspire, ça doit être porté par des gens de Tanger. Parce que
Ils sont vraiment, ils connaissent le territoire, ils connaissent les enjeux, ils connaissent les besoins. C'est ce qui a fait que vous avez réussi. C'est parce que vous connaissez ça. Moi, je peux pas arriver quelque part, je connais pas, j'ai dit bon, là, non. Je vais vous montrer. Et là, on revient vers la tour d'ivoire. Moi, je suis excellent, je suis très intelligent. Jamais de la vie. Ouais. Nous, on a notre modèle, on l'a structuré d'une certaine manière. On en parle avec d'autres villes, avec d'autres projets qui sont en train de construire aussi ce genre de trucs, mais on va jamais faire à la place des autres. Ouais. Parce que chacun est bien placé à un endroit et c'est son travail. Super. Merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci à toi. Même si on a fait ça à la dernière minute peut-être, pas à la dernière minute, mais les derniers jours. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Une dernière question. Okay. Si il fallait, parce qu'il n'a rien à voir avec notre discussion, hein, mais pour les jeunes qui nous écoutent, s'il fallait leur donner une création intellectuelle, genre si tu peux voir que ça, qu'est-ce que tu leur proposerais? Que ce soit un livre, un film, je sais pas, une chanson, un tableau, quoi que ce soit, mais vraiment quelque chose qui pour toi est un must inévitable, qu'il faut le découvrir pour une raison ou pour une autre. C'est très personnel, hein. Ouais. C'est ce qu'on cherche aussi. Et ça va être en lien avec la discussion qu'on a eue, mais moi, il y a un rappeur en France que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rof. Donc c'est un ancien, tout le monde ne le connaît pas. C'est l'époque de mes grands frères. Donc mon époque, je crois. Voilà, c'est un peu ton époque. Ils avaient un groupe, etc. Et Rof, bon après là, c'est pas le meilleur exemple, mais cette chanson-là particulièrement, qui s'appelle Les choses simples. Eh bien, il transmet beaucoup de messages en lien avec tout ce qu'on a dit. Okay. Beaucoup de messages super puissants en lien avec tout ce qu'on a dit. Et notamment, et je finirai avec ça, il a une citation où il dit « C'est tout un art de donner sans attendre en retour. Préviens les petits frères car c'est bientôt leur tour. » C'est la question de, voilà, j'entre et j'emmène les 15. Exactement. Les 15 avec moi. Et c'est puissant. Voilà, vous avez la recommandation, donc allez écoutez ça. On va vous mettre peut-être aussi le lien. Merci beaucoup, vraiment, merci Emre pour ta présence, pour beaucoup de messages positifs qu'on renvoie aujourd'hui. Et j'espère qu'on va se rencontrer avec grand plaisir. Soit pour un autre épisode du podcast, soit pour un autre épisode du forum, ou si tu es de passage à Rabat au Maroc, t'es la bienvenue. Et si vous êtes de passage à Paris ou à Sarcelles. À Sarcelles surtout. Marhaba. Ouais, Paris c'est pas mon territoire, mais Sarcelles, c'est la maison. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci à vous, c'est un plaisir. Hein.